Nicolas Offenstadt, bonjour. Vous êtes historien à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Dans votre carrière, vous avez abordé le Moyen-Âge, la Grande Guerre. Vous vous intéressez également aux traces dans l'ex-RDA. Est-ce que l'on raconte ces différentes époques de la même manière du point de vue de l'historien? Il y a quand même, je pense, des questions communes. Il y a des questions communes qui peuvent se poser sur n'importe quel terrain historien. C'est d'abord à qui on parle quand on écrit l'histoire. Donc du coup, il y a plusieurs degrés d'écriture, c'est-à-dire que vous n'écrivez pas la même chose quand vous adressez à un public de pairs, c'est-à-dire vos collègues historiens qui parfois connaissent les langues, ne serait-ce que par exemple pour le Moyen-Âge, le latin, est-ce qu'on traduit ou est-ce qu'on traduit pas? Pour l'Allemagne, est-ce qu'on traduit ou pas l'allemand? Donc il y a même des choses d'accessibilité qui se posent en fonction de votre public. Donc il y a différents types d'écriture de l'histoire qui dépendent du public auquel vous adressez. L'autre élément évidemment aussi, et ça c'est un vrai débat, et de plus en plus chez les historiens, c'est comment on va raconter l'histoire. Et là aussi, c'est transpériode, et c'est pas tellement une question de savoir si c'est le Moyen-Âge ou la guerre de 14, c'est quel type de récit vous voulez bâtir. Et ce qui me frappe depuis peut-être une quinzaine ou une vingtaine d'années, parfois plus, c'est que les historiens aujourd'hui sont de plus en plus réflexifs. Enfin, c'est le terme qu'on emploie. C'est-à-dire qu'ils justement, ils se disent comment je raconte l'histoire et quels sont les effets de ma personnalité ou de mes choix sur le récit. Donc je pense que le point commun entre les différentes périodes, il y a aussi des différences, j'y reviendrai éventuellement, mais le point commun aujourd'hui, je pense, de beaucoup d'historiens, c'est de se demander finalement quelle est ma place dans le récit. Quel rôle en tant qu'historien je vais jouer pour adapter tel ou tel récit, mettre en scène tel ou tel personnage. Donc pour nous, en fait, le récit, c'est pas quelque chose qui va de soi, c'est devenu une vraie question. C'est quoi un récit d'historien? Quels sont les enjeux politiques, sociaux, épistémologiques, c'est-à-dire qui ont trait à nos disciplines quand vous écrivez l'histoire? Donc vous voyez, la question, elle est finalement au-delà même de la période. Et quand on travaille sur le Moyen-Âge, les sources sont à peu près maintenant toutes connues, on n'en découvre pas toutes les semaines, donc ça c'est limité. Mais quand vous travaillez sur l'époque plus contemporaine, là, les sources, elles sont encore à chercher, à trouver. Oui, alors effectivement, deux choses. C'est ça D'abord, la pour le différence. Moyen-Âge, pour la fin du Moyen-Âge, en tous les cas, qui est ma période d'études, on trouve encore des sources. Par exemple, moi j'ai travaillé sur la ville de Laon à la fin du Moyen-Âge, notamment je me suis intéressé à l'histoire d'un crieur public. Le crieur public c'est très important au Moyen-Âge, c'est ceux qui annonçaient toutes les nouvelles. Hein, donc aussi bien l'arrivée du roi qu'un changement de règlement sur l'utilisation des animaux dans la ville. Donc c'était des personnages centraux, les crieurs publics. J'ai travaillé sur ce crieur public et j'ai découvert des documents qui n'avaient jamais été utilisés. Alors ils n'étaient pas inconnus, au sens où ils étaient inventoriés, mais personne quasiment n'avait cité, utilisé ces documents. Donc vous voyez, même pour l'histoire du Moyen-Âge, on peut encore découvrir des choses. Et j'ajouterais quelque chose, vous savez, sur les grands événements de l'histoire, bien sûr que les documents, vous avez raison, sont limités. Hein, on ne va pas retrouver, il y a très peu de chances qu'on trouve des choses sur le baptême de Clovis, ou même sur certains épisodes de la guerre de Cent Ans. Mais ce qui est frappant, c'est que les historiens ont toujours la capacité, selon leur questionnaire du présent, de relire les mêmes documents. Le nombre de débats, moi je suis frappé par exemple pour le baptême de Clovis, il y a des choses qui sortent tout le temps. Pourtant les documents sont les mêmes. Donc vous voyez, on peut renouveler quand même l'histoire avec un stock de documents qui soit limité, voire qui soit toujours le même. Mais c'est le regard de l'historien qui change, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Absolument, le regard de l'historien change, c'est pour ça qu'il faut en être conscient. Donc l'idée qu'il y aurait une forme d'histoire absolue, c'est-à-dire qu'il suffirait de bien travailler, de bien connaître la documentation, de bien être capable de la lire et de bâtir un récit qui serait neutre, objectif et froid et qui ne dépendrait pas de l'époque, ça c'est une illusion complète. Donc le regard de l'historien, il est évidemment central. Mais quand je dis qu'il est central, ça ne veut pas dire qu'il faut non plus se laisser porter à son regard. Un historien, c'est pas quelqu'un qui, en quelque sorte, fait une surinjection de subjectivité dans son sujet. Vous n'êtes pas là pour dire voilà comment moi je vois le sujet. C'est pas le plus important. Ce qu'il faut savoir, c'est que votre regard est déterminé par qui vous êtes, mais ensuite vous mettez de la distance. Hein. Être un historien, c'est mettre de la distance avec le passé. C'est dire, bon voilà, bien sûr que mon regard, il est déterminé, mais moi, je vais quand même essayer de faire comprendre aux gens comment ça s'est passé autrefois. Et donc, il faut que j'ai une certaine distance. Donc, vous voyez, c'est un travail en permanence entre vous et le passé. Mais ça ne peut pas être en quelque sorte laisser votre regard se promener librement. Sinon, c'est de la subjectivité permanente et c'est pas passionnant. Hein, ce que pense un historien du passé, c'est pas le plus important. Que son regard joue un rôle, oui, mais pas pour autant qu'il soit omniprésent dans son récit. Mais ça reste une nécessité de transmettre l'histoire. Là, le débat du jour est là-dessus. Les modalités de transmission de l'histoire par des canaux de réseaux sociaux, de chaînes YouTube, de bandes dessinées, de livres, dont vous êtes l'auteur de plusieurs livres. Ça aussi, c'est important dans la dimension de l'historien, la transmission, pas seulement le dialogue entre les pairs ou la transmission aux étudiants. Bien sûr, mais il y a manière et manière de transmettre.
Si transmettre, c'est simplement justement transmettre un récit un peu sec, aride, où il faudrait connaître une succession chronologique, hein. C'est notamment toute une vision très réactionnaire, conservatrice de l'histoire, qui est beaucoup très à la mode, très revivifiée à droite et parfois malheureusement aussi un peu à gauche, avec l'idée de dire bah oui, il faut connaître son histoire, il faut s'ancrer dans le passé, il faut s'ancrer dans la chronologie de son pays. Moi, c'est pas du tout le type de transmission qui m'intéresse. Bien sûr qu'il faut le faire, bien sûr qu'il faut connaître des choses, mais dans toute discussion, il faut connaître une base. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de transmettre l'histoire comme une interrogation sur le passé. J'ai envie que quand je fais de l'histoire avec mes étudiants ou quand je le fais dans un espace public plus large, ça pose des questions. Parce que raconter des événements, je peux le faire, plus ou moins bien selon le moment, selon le public, où les choses passent ou passent pas, ou passent moins bien. Mais ce qui me paraît toujours très important, c'est de laisser un questionnaire en disant, on a parlé des soldats en 14-18, qu'est-ce que ça pose comme question? Qu'est-ce que ça pose comme question sur la manière dont on adhère ou pas à un conflit, sur la manière dont on est solidaire dans les tranchées? Ces questions-là, elles me paraissent, si vous voulez, plus importantes, hein, comme des questions critiques, que de savoir positivement tout ce qui s'est passé. Il faut les deux, mais pour moi, une transmission aride, sèche, où il s'agirait juste d'apprendre la chronologie pour s'inscrire dans un passé, ça me paraît sans importance pour le présent.